Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous. Nous sommes le vendredi 15 février 2019 et ce matin, on a des petites prises de bénéfices. On peut parler d'un retour légèrement d'inversion risque puisqu'on a le yen qui s'apprécie, les devises commodities qui sous-performent. On a les marchés actions européens qui devraient ouvrir dans le sillage bien, de Wall Street et de l'Asie, c'est-à-dire dans le rouge. Voilà, donc retour de la version risque, pas d'avancée au niveau des négociations commerciales. Hein, le troisième volet des négociations s'est terminé. Bon, on a encore une conférence de presse entre Xi Jinping, enfin, avec Xi Jinping et les négociateurs américains tout à l'heure. Mais voilà, a priori, il n'y aurait eu aucune avancée concrète dans les négociations commerciales. Voilà, donc un petit souffle puisque depuis le début de la semaine, le marché a anticipé, on l'a vu, on avait l'appétit au risque, hein, anticipé une progression et finalement, a priori, nous n'en avons pas. Voilà, euh, marché qui est dans le rouge hein, ce matin. On a un nouveau revers de Theresa May au Parlement. Bon, ça n'a rien de majeur, mais quand même, c'est un échec. Nous allons en parler dans un petit instant. Et enfin, on a une poursuite du ralentissement de l'inflation en Chine. Ça, pareil, c'est mauvais signe. D'autant plus que hier, on a eu les ventes au détail américaines qui sont ressorties à leur niveau le plus bas depuis septembre 2009. Et ça ravive les craintes bien d'une récession américaine. Et quand on sait que l'inflation chinoise ralentit et que l'économie chinoise va potentiellement également ralentir, voire même tomber en récession, eh bien, puisque c'est les deux plus grandes économies au monde, vous vous doutez bien que si les États-Unis tombent en récession et que la Chine eh bien, sa croissance ralentit, il y a de fortes chances que les autres pays tombent également en récession. Voilà, donc les chiffres américains, c'est pour ça que sont les plus surveillés. Hein, c'est pas forcément ceux de la zone euro. Ceux de la zone euro, ils sont importants pour la zone euro, pour également les autres pays de l'Union européenne, de l'Europe même. Mais voilà, ceux des États-Unis, puisque c'est là en première ou deuxième puissance voilà, économique mondiale, forcément les États-Unis quand les États-Unis tombent en récession, eh bien, c'est un impact global. Voilà. C'est comme le ralentissement de l'économie chinoise. Il n'y a pas de récession chinoise, hein, puisque vous savez, la Chine, ça croît par an voilà, de plus de 6%, donc on ne parle pas de récession encore en Chine, hein, on est très loin des récessions, mais voilà, on parle de ralentissement. Donc plutôt de la version risque matin, sur fond de incertitude sur les négociations commerciales et deux sur l'économie mondiale à l'issue de ces décevants chiffres macroéconomiques aux États-Unis hier et en Chine cette nuit. Au niveau de l'avertissement, les gars, sur risque, donc le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour Hubert, j'espère que vous allez bien. Gilles, Frédéric, bonjour à vous. Raymond, voilà, Loïc, Bruno, bonjour. Alors Bruno qui me dit content de vous écouter, toujours un plaisir. Bien écoutez, merci Bruno, c'est un plaisir qui est partagé, hein, vraiment. Voilà, merci beaucoup. Hubert qui me dit CAC fermé mon achat hier à 5118 et repris short à 5115 pour une fois. Pour une fois que je suis dans le bon sens. Eh bien, écoutez, parfait Hubert, parfait, vous voyez, vous vous améliorez, tant mieux. Donc, au niveau de la version RIS, c'est rien de surprenant. On ne parle pas de sell-off hein, du tout ce matin, et c'est plutôt normal puisqu'on a quand même une progression des indices hein, tout au long de la semaine. Donc voilà, il n'y a rien d'inquiétant ce matin. C'est juste que voilà, on a eu un ensemble de catalyseurs depuis hier qui ont clairement atténué l'appétit au risque, que ce soit d'un point de vue macroéconomique ou que ce soit d'un point de vue politique. La vraie baisse des indices enfin, mais écoutez Brice, je l'espère pour mon scénario, mais voilà, pour le moment techniquement on va le voir, mais ça reste bullish hein, sur du swing trading moyen terme, on n'a pas encore les signaux suffisants. Hein. Alors petit point au niveau donc de la séance américaine et asiatique. Dow Jones, S&P qui ont clôturé en baisse. On voit qu'on a une très très légère hausse du Nasdaq, hein, mais bon, très timide, hein, plus 0,09%. Le VIX, deuxième séance de hausse consécutive, attention, plus 3,64%. Il n'y a rien, il n'y a pas d'emballement, mais on a quand même une hausse hein, du VIX quand même depuis deux séances. Le DXY qui a été en baisse, compte tenu des vraiment décevants ventes au détail. Hein. Les ventes au détail ont été très décevants. Hors automobile, hors, hors nourriture, il me semble que les ventes au détail sont ressorties à leur niveau le plus bas depuis janvier 2000.
quelque chose, en tout cas en 2000. Voilà, un mois en 2000, donc je me souviens plus lequel, mais voilà. Clairement, les ventes au détail ont chuté en décembre. Alors, on a eu des commentaires voilà, d'officieux, pardon, qui ont indiqué que c'était à cause du shutdown. Sauf que les ventes au détail, c'était les ventes au détail de décembre, et le shutdown aux États-Unis avait commencé, il me semble, le 25 ou 26 décembre. Donc voilà, on peut pas parler que le shutdown a eu un impact sur la consommation, d'autant plus que normalement le mois de décembre, vous connaissez les raisons, mais normalement le mois de décembre, c'est un mois où les Américains consomment énormément. D'accord. Donc normalement les ventes au détail au mois de décembre sont élevées. Ce qui n'a pas été le cas puisqu'on a vu sa sortie au niveau le plus bas depuis septembre 2009. Donc c'est assez inquiétant. Ça ne veut pas dire qu'on est en récession. On l'est peut-être. Hein. On est peut-être. Enfin, les États-Unis sont peut-être en récession. J'irai pas jusqu'à là. Il y a certains analystes qui le pensent. Voilà, j'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, la chute de ces ventes au détail, ça va forcément avoir un poids sur les PMI et sur la croissance américaine. Ouais, et donc ce matin, on a le gold qui est en très légère hausse. Pourquoi? Parce qu'on a le dollar qui est allé, qui progresse pas, enfin, qui ne progresse pas réellement. Donc du fait qu'on a de la version au risque, eh bien, et que le dollar soit flat, ça permet quand même au gold de progresser. Vous voyez, le yen progresse également. Le 10 ans US perd 5 points de base par rapport à hier matin, ce qui veut dire que le marché obligataire est payé. Donc ça, c'est également témoin d'aversion au risque. Le Nikkei et le MSCI Asie ex Japon sont en baisse. Donc là, on voit clairement, très très clairement, que tous ces indicateurs ce matin témoignent de la version au risque. Achat du marché obligataire, achat du yen, achat du gold, vente des marchés actions. C'est tous les indicateurs qui sont en faveur de la version au risque ce matin. Alors attention, je dis pas qu'on passe dans un sell-off, hein, je veux pas du tout faire paniquer, mais en tout cas ce matin, c'est clair qu'on a de la version au risque, hein, voilà, c'est clair. Au niveau du rendez-vous, des rendez-vous aujourd'hui, alors le plus important rendez-vous, ce sera les ventes au détail du Royaume-Uni. Ventes au détail qui sont attendues en hausse de 3,2%, donc sur une année glissante. Non, pardon, en janvier, excusez-moi, en janvier, comparé à 2,6% en décembre. Nous aurons également l'indice de confiance du Michigan, qui sera surveillé d'assez près, puisque c'est un indice voilà, de confiance. Comme vous savez, la confiance, c'est un élément clé dans la consommation. Et puisque là, c'est l'indice de confiance pour février, voilà, c'est un indice qui est quand même avancé, d'accord, qui permet d'avoir une idée vraiment une idée, comment dire, de l'économie, en tout cas de la confiance des consommateurs. Et puisque cet indicateur est quand même publié assez tôt dans le calendrier, vous voyez qu'on est même pas à la fin de février, on est à la mi-février, et on a déjà un indice de confiance prévisionnel du mois de février. Vous voyez, donc voilà, cet indicateur il est quand même assez surveillé. Donc ça sera les deux indicateurs à surveiller, l'indice de confiance du Michigan et les ventes au détail du Royaume-Uni. Donc 10h30 ce matin et 16h. Edgy qui me dit alors je comprends pas comment tenir un trade en swing, sachant que d'un jour à l'autre l'appétit au risque change radicalement. Alors oui, après ça veut pas dire que parce qu'on a l'appétit au risque, on a une hausse de 1% ou parce qu'on a d'aversion, on a une baisse de 1%. On parle d'appétit au risque voilà, quand on a un ensemble de valeurs qui sont en faveur de l'appétit au risque, mais ça ne veut pas dire que on a un bull market, d'accord? L'appétit au risque, ça ne veut pas dire bull market. C'est-à-dire que le marché est enclin à prendre du risque à un instant T, d'accord? Il prend du risque même à un instant T. Ou alors il n'en prend pas, il se couvre du risque à un instant T. Ça ne veut pas dire qu'il va en prendre, que ça va être le cas encore d'ici 1 heure ou d'ici 10 heures ou d'ici 2 jours ou une semaine, d'accord? Donc voilà, donc juger l'appétit, la version risque au jour le jour pour du swing trading, ça ne sert pas à grand chose, d'accord? Faut juger sur une unité de temps un peu plus importante. Donc faut regarder sur des unités hebdomadaires, ce que fait le yen sur une unité hebdomadaire, ce que fait les marchés actions sur une unité hebdomadaire, etc., etc. D'accord? Donc voilà. Alors donc du coup ce matin on voit qu'on a du yen qui progresse, plus 0,12%, le dollar également, il faut dire qu'il avait chuté le dollar hier, donc c'est normal qu'on a un rebond. Les devises Como sautent en baisse, donc on voit qu'on a plutôt de l'aversion au risque. Bon le JVP progresse, mais bon voilà, c'est assez délicat à dire pourquoi. Mais on voit yen, dollar, franc en hausse, AUD, NZD en baisse. Donc on a plutôt de l'aversion au risque ce matin. On a plutôt la version au risque, ce qui se concrétise par des marchés actions qui ont clôturé en légère baisse hier. Vous voyez la moyenne mobile à 200. Hein. On est passé au-dessus,
Mais est-ce qu'on a eu l'impulsion? Est-ce qu'on a eu, vous voyez, les acheteurs après le breakout? Est-ce qu'on a les acheteurs qui sont manifestés? Pas vraiment. Vous voyez, on n'a pas eu de momentum. Donc voilà. Et par contre, attention, tant que le stochastique il est au-dessus de 80, pour moi, il n'y a pas de stratégie de vente à mettre en place. Voilà, faut vraiment attendre. Le stochastique au-dessus de 80, il peut rester assez longtemps, hein. Vous voyez ici, et même là, il était passé en dessous et pourtant, ça n'avait pas provoqué une baisse. Bon, on n'est pas du tout dans le même contexte que 2017, comme je répète un peu tous les webinaires. Mais voilà, un stochastique au-dessus de 80 peut durer quand même pas mal de temps. Donc, c'est pas parce que on a un oscillateur qui est en zone de surachat que c'est un signal baissier. Le signal baissier des oscillateurs, c'est quand l'oscillateur sort de sa zone d'excès. C'est là où il y a un signal de renversement de tendance. Donc, c'est pour ça que si le stochastique clôture sous 80, c'est à ce moment-là où on aura un signal baissier du stochastique. Mais c'est pas parce qu'il est au-dessus de 80 qu'on a un signal baissier, pas du tout. C'est au contraire un signal bullish. C'est-à-dire que le momentum est extrêmement bullish. Donc oui, c'est pas durable sur du long terme, mais vous voyez que si là vous aviez vendu lorsque le stochastique clôturait au-dessus de 80, vous voyez que vous aviez encore une belle hausse. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est dans une zone qu'on rentre dans une zone de surachat qu'on a le signal baissier. Alors parfois ça fonctionne, vous voyez comme ici, où là c'était le top, mais alors pardon, c'était ici. Donc là c'était un meilleur prix de vente que lorsqu'on était sorti. C'était ici où le stochastique qui était sorti de sa zone de surachat, vous voyez. Donc c'était un meilleur prix de vente, mais il y a des fois où, comme vous voyez ici, là on rentre dans la zone de surachat, même un peu avant, à 80, et vous voyez qu'il a fallu attendre un petit peu de temps avant d'avoir une nouvelle baisse. Donc voilà, pour le moment, S&P, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire à court terme. Voilà, tant que le stochastique est entre 80 et 100, bon voilà, on est dans une zone on est dans une tendance qui est encore haussière, mais c'est délicat de le payer compte tenu du fait qu'on n'a pas d'impulse, on n'a pas de hausse. Comme vous savez, le VIX est assez bas, enfin on a plein d'indicateurs de risque qui sont bas. On a force relative entre les biens de consommation. Ah pardon, ça rebondit, hein, ça rebondit. Donc ça c'est bon signe quand même. Biens de consommation non essentiels versus essentiels qui est en hausse dorénavant. Donc ça c'est bon signe. Maintenant voilà, on est quand même un breakout baissier en début de semaine. Donc ça c'est quand même un signal d'un point de vue swing trading qui est assez négatif, hein. VIX 3 mois qui rebondit. Donc ça c'est-à-dire que le marché commence à se recouvrir sur du court terme par rapport à du moyen terme. VVIX flat, le VIX pareil, vous voyez, on a un espèce de plancher à 15, hein. 15, voilà, c'est pas, on passe pas en dessous, hein. Donc on voit que le marché est complaisant, mais il n'est pas non plus dans l'extrême complaisance. Donc journée baissière et à risque, mais relativement calme. Exactement, mais très très bien résumé. Voilà, journée baissière. À mon avis, c'est très probable parce qu'on va avoir des prises de bénéfices, hein. Faut pas oublier que la plupart des séances cette semaine ont été haussières pour les marchés actions. Donc le marché devrait profiter de ce jour en amont du week-end. Le week-end, c'est toujours une période assez risquée pour les investisseurs de court terme. Donc les marchés devraient prendre quelques bénéfices ce vendredi. D'accord, compte tenu du fait en plus qu'on n'a pas vraiment de chiffres très optimistes depuis hier d'un point de vue macro et politiquement pareil au niveau du Brexit, au niveau des négociations commerciales qui sont les deux facteurs politiques les plus risqués pour les marchés financiers. Et bien sur ces deux sujets-là, on n'a aucune avancée positive. D'accord, au contraire, c'est un petit peu dégradé depuis hier. Donc, vous voyez, le marché devrait vraiment en profiter, je pense, aujourd'hui pour prendre des bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une vente, un sell-off. Et d'ailleurs, techniquement, on n'a pas les signaux comme je vous l'ai fait voir. Excusez-moi, j'ai coupé mon micro. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas les signaux baissiers sur S&P, donc c'est pas encore le moment de rentrer vente en swing, short en swing. On a peut-être fait le point haut, peut-être, mais voilà, on peut dire cela peut-être à tous les sommets, hein. Donc il faut vraiment attendre les signaux vendeurs pour passer à la vente. Journée des 3 sorcières également. Exactement, Gilles. Nous sommes le 3e vendredi du mois. 1, 2, 3, c'est ça. 3 sorcières. Bon, après 3 sorcières, honnêtement, même les 4 sorcières, ça a plus beaucoup de volatilité. Ça n'a plus énormément d'impact, hein. Puisque maintenant, les marchés on va dire que les volumes sont répartis sur plusieurs échéances de contrats futurs. D'accord, c'est plus que sur le current contract où il y a tous les volumes. Maintenant, c'est quand même assez réparti.
Donc c'est un petit peu moins de volatilité qu'auparavant. Mais bon, c'est quand même, oui, voilà. Ça peut être également un catalyseur qui justifierait une baisse. Parce que quand on a des trois sorcières, on a des débouclements de position pour, pour que les investisseurs qui sont sur les contrats futurs eh bien, passent sur un autre contrat à l'échéance prochaine. Donc on a un débouclement de position. Mais bon, après, est-ce qu'il va avoir une influence importante? Voilà, c'est compliqué à dire. C'est impossible de toute façon à prédire. Donc voilà. Au niveau des indices européens, donc le CAC, bon, vous voyez, pression vendeuse, hein. On a réussi à passer au-dessus des 5085 à court terme, mais oui, qu'en journalier, c'est pareil, on n'a pas eu d'impulsion. Il n'a pas eu d'impulsion. Donc là, 5107, on voit que ça fait office de résistance. Maintenant, voilà, on va pas s'amuser à shorter des résistances dans une tendance haussière, parce que comme on le voit très bien ici, vous voyez, on a eu beaucoup de breakout. Donc voilà, on peut encore, ça se trouve, la semaine prochaine, on va avoir un nouveau rebond et on va venir chercher, je sais pas, les 5200, vous voyez. Donc là, on a une petite baisse, oui, mais encore une fois, on suit le plan et tant qu'on est dans ce canal, pour moi, la tendance de moyen terme reste haussière. Donc si on revient en bas du canal et qu'on a un signal de ce type, c'est-à-dire une sortie de la zone d'excès du stochastique, eh bien ça sera un signal d'achat. En 4 heures, stochastique qui se renverse, on voit que le stochastique sort de sa zone de surachat. Ça peut être peut-être, je n'espère rien du tout parce que il faut vraiment mettre le moins de sentiments possible dans le marché. Faut exploiter ce que le marché nous donne, d'accord? Donc si le marché nous donne un breakout baissier, il faudra se positionner à la vente. Tant qu'on est dans le canal, moi personnellement, je reste neutre. Je pensais beaucoup trop pour payer le CAC 40, pour payer les marchés actions d'un point de vue général. Moi, vous savez que j'aime bien, voilà, m'intéresser. J'ai des perspectives haussières lorsque le VIX est assez haut. Voilà, c'est ma façon de faire. Là, puisque le VIX est assez bas dans ce contexte, c'est vraiment pour moi le dernier moment, pour payer les marchés actions. Donc voilà, finalement, j'attends des signaux baissiers pour avoir des perspectives baissières. Et une fois que voilà, il y aura eu une envolée du VIX, eh bien, ça sera le moment très probablement de payer à nouveau des marchés actions. Donc là, on attend les signaux vendeurs. Je pense qu'à court terme, encore une fois, voilà, on devrait être en légère baisse sur le CAC 40. Vous voyez qu'on a une ouverture en baisse, on a un petit rebond depuis l'ouverture. Mais bon, j'ai du mal à voir le CAC dépasser son sommet, son précédent sommet, vous voyez, de la semaine dernière. Donc 5085, je pense, ça va être la résistance en intraday. Alors que les perspectives baissières, eh bien, c'est finalement, vous voyez, ce gap qui n'a pas été comblé. Ce gap qui n'a pas été comblé. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on voit un top island ici. Alors, on n'a pas eu le gap, c'est dommage. Pas eu le gap ici, 13 heures. Donc, le gap, on l'a là. Donc là, c'est, vous voyez, breakaway gap, donc gap de rupture, gap de continuation. Top island, même si normalement le top island, le parfait top island, c'est quand les deux gaps sont alignés. Là, pour le coup, il n'est pas aligné. Et d'ailleurs, on peut même pas parler de gap, il me semble. Alors si, on peut parler de gap parce qu'on a un trou de cotation. Là, on a un gap. Ici, non, on n'a pas de gap. On n'a pas de gap, pardon, ici. Ouais, donc là, l'objectif, c'est qu'on comble ce gap. Ça va être un gap à surveiller. On va en avoir un autre ici. Voilà, donc perspective baissière en intraday, ça va être tout d'abord 5050, d'accord, le haut du gap, puis ensuite le plus bas d'hier, de mardi, pardon, 5037, puis peut-être, ça m'étonnerait qu'on aille chercher ce niveau-là aujourd'hui, ou alors il faudrait vraiment des décevants chiffres du Royaume-Uni, des ventes au détail et des décevants chiffres au niveau de l'indice de confiance du Michigan aux États-Unis. Mais voilà, à la rigueur, si on a un montant baissier important, on ira ensuite chercher 5024.
Alors Laurent qui me dit ce n'est pas durable alors oui, qui me cite hein, pardon, ce n'est pas durable stochastique au-dessus de 80, sauf que pendant la bulle internet ça a duré vraiment longtemps. Exactement Laurent, exactement. Donc après tout dépend de l'unité temps que vous regardez. Hein. Quand je dis ce n'est pas durable, c'est en termes de chandelier. Donc si vous mettez sur du annuel, le stochastique, bien évidemment, il peut rester plusieurs années vous voyez, en zone d'excès. Quand je dis ce n'est pas durable, c'est-à-dire que par rapport à la proportion du mouvement de l'impulsion, d'accord, généralement, on a un stochastique qui, on va dire, la plupart du temps, n'est pas dans sa zone d'excès. La plupart du temps, il est entre ses bornes d'excès. D'accord. Donc c'est là où je veux dire que ce n'est pas durable. C'est-à-dire que oui, bien évidemment, il peut rester longtemps. Il peut rester longtemps. Après longtemps, c'est déjà relatif. Hein. Qu'est-ce qui est longtemps? Vous voyez. Là, on peut juger que ça fait déjà longtemps qu'il est dedans. Hein, en journalier, le CAC 40. Encore stochastique du CAC 40, ça fait quand même depuis le 14 janvier. Ça fait depuis un mois. Donc ça peut être longtemps pour certains, ça peut ne pas être longtemps pour d'autres. D'accord. Quand je dis longtemps, c'est-à-dire que ça ne va pas rester comme ça éternellement. D'accord. Ça va pas rester comme ça pendant encore un autre mois. Vous voyez. Faudrait que je vois la durée moyenne ou médiane plutôt du stochastique dans ces zones d'excès. Mais là, vous voyez, par exemple, si on se met sur du quand même, là on est sur plusieurs peut-être 1000 chandeliers, je ne sais pas, mais vous voyez que bon, là on avait une longue période. 15 septembre 2017, si on fait abstrait à ce breakout, 15 septembre 2017, 7 novembre, donc là ça fait un mois et demi à peine. 11 avril, 24 mai, ça fait un peu plus d'un mois, et là ça fait un mois. Donc vous voyez, et j'ai pris quand même les plus importantes phases. Hein. Donc vous voyez que là je pense qu'on arrive dans dans un essoufflement. Alors oui, ça peut encore durer une semaine, vous voyez. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'était que voilà, faut pas shorter le stochastique parce qu'il arrive dans sa zone d'achat, parce qu'il peut durer un certain temps. Maintenant, c'est pas parce qu'il dure un certain temps que je dis que ça peut durer éternellement, pas du tout. Généralement, ce n'est pas durable. D'ailleurs, si on regarde, d'accord, on regarde le nombre de fois où c'est rentré dans la zone d'excès, combien de fois c'est resté plus d'une semaine, d'accord, ou plus de 2 semaines. Ouais, souvent, c'est vraiment des tops hein, qu'on a. Alors parfois, oui, on a des consolidations, mais souvent, c'est juste des petites incursions pendant quelques séances et ensuite on a une nouvelle baisse. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Excusez-moi pour m'avoir mal exprimé. Comment fais-tu pour avoir les gaps sur les marchés actions? Alors moi, ce que j'ai paramétré donc sur ProRealTime, donc là j'ai les cotations IG, hein, donc c'est important à préciser. Alors, vous êtes dans horaire de trading, et moi donc j'ai affiché donc la plage horaire de 8h à 16h30 pour les indices en euros. Donc là pour indice euro, donc c'est plutôt Euronext. Pour les DAX, donc vous allez dans indice DAX, vous voyez, 8h 16h30. Et par contre, j'ai décoché également appliquer ces horaires en journalier et dans les unités supérieures. Ce qui me permet que sur les unités temps journalières et supérieures, j'ai les prix futurs du futur. Et quand je passe en unité temps intraday, c'est-à-dire en dessous de l'unité temps journalière, eh bien j'ai que le cash. Donc, si je me mets en 4 heures, je peux avoir accès au gap. Par contre, si je suis en journalier, vous voyez par exemple en journalier ici, d'accord, le plus bas il est à combien? Il est à 4498. D'accord. Si je me mets en 4 heures, vous voyez que c'est pas le plus bas. Le plus bas, il était à 4500. Vous voyez, et le plus bas du futur, il est là. Et pourtant, on n'a pas de mèche. Pourquoi? Parce que ça a été fait pendant le contrat futur, pas pendant le cash. Donc voilà. Donc en intraday, moi, mes graphiques, c'est paramétré pour que je puisse voir les gaps, puisque c'est quand même une information qui me semble assez importante. Par contre, quand je passe en unité de temps journalière, voilà, j'ai que les cotations du futur. Voilà, donc au niveau du DAX, on a fait le point sur le CAC 40. Le DAX, alors ce qui est assez, ce qu'on peut un peu essayer de constater, c'est une épaule tête-épaule, même si voilà, il y a un peu à débattre. Regardez, l'épaule, la tête, l'épaule qui est en cours. Alors attention, c'est pas du tout validé cette épaule tête-épaule, mais on voit qu'on est en train de faire quelque chose, une figure de retournement, même si elle est pas très. Alors peut-être épaule, la tête. On a des épaules tête-épaule complexes, hein, ça existe. Hein. Là pour le coup, ça ressemble assez à une épaule tête-épaule. Euh, dans l'esprit, il y a une épaule tête-épaule. Maintenant, la ligne de coup, faut la trouver. Vous voyez, faut la trouver. Donc pour le moment, on va essayer de
Voilà, donc ça, ce n'est plus d'actualité, ce canal. On va le laisser quand même, mais voilà, on va le mettre en beaucoup plus fin pour pas trop encombrer le graphique. Dès que vous faites l'analyse graphique, l'analyse technique, je vous suggère d'avoir vos graphiques les plus clairs possibles. Hein. Sinon, si vous mettez trop d'informations sur vos graphiques, ensuite vous risquez d'être inondé d'informations. Et lorsqu'on est inondé d'informations, on ne prend plus les bonnes actions. C'est toute la complexité des marchés financiers finalement. Quand vous avez un terminal Bloomberg, un terminal Reuters, ensuite vous êtes inondé d'informations et finalement vous êtes plus perdu qu'autre chose. C'est censé vous aider, mais au finalement ça vous perd. Vous voyez. Donc les informations c'est bien, trop, comme tout, hein, comme tous les excès, trop d'informations ce n'est pas bien. Donc là, le CAC, le DAX teste un niveau de support important en intraday. Je pense pas qu'il va passer en dessous de 11 000 parce que quand même 11 000, un seuil psychologique. Moi immobile à 200 périodes sur le graphique 4 heures. En journalier, 11 000. 11 000, ça ne correspond à rien. Vous voyez, on n'a pas d'indicateur, on n'a pas de moyenne mobile. Bon, en même temps, j'ai qu'une moyenne mobile à 200, donc peut-être qu'on a une moyenne mobile à 50, quelque chose comme cela, je ne sais pas. Alors, je vais regarder rapidement. Moyenne mobile, donc je vais mettre 50. Voilà, on est proche du 50 quand même, 10 914. 10 914, donc 50 c'est quand même une moyenne mobile surveillée. Regardez, résistance, 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 support. Donc bon, c'est quand même 100 points plus bas que 11 000 presque. Hein. Donc bon, on peut pas dire que 11 000 c'est la moyenne mobile à 50, parce que 100 points c'est quand même important. Si c'est encore voilà 10 points à la rigueur, bon, on peut dire que la moyenne mobile était à 11 000, mais quand même 75 points, il y a quand même une différence. Donc 11 000 sub psychologique plus moyenne mobile à 200 périodes sur graphique 4 heures, c'est quand même un niveau de support important, je dirais, pour les day traders. Donc ça m'étonnerait qu'on passe sous ce seuil. Ça m'étonnerait qu'on passe sous ce seuil. Si on passe sous ce seuil, il faudra regarder la Senkou Spanbe Ishimoku qui est ici. Alors ça c'est sur l'unité journalière. Là, le nuage c'est que l'unité de temps journalière, c'est pas l'unité de temps 4 heures. Donc voilà, si on passe en dessous de 11 000, c'est direction 11 900, 10 950. Super cette astuce pour avoir les gaps sur les unités longues seulement. Alors non, justement, c'est sur les unités temps courtes. C'est que sur de l'intraday, que sur les unités temps intraday que vous avez les gaps. Si vous passez sur les unités temps supérieurs en journalier ou en supérieur, vous n'avez pas les gaps. Enfin, vous pouvez paramétrer de voir les gaps en journalier. Mais moi, personnellement, je n'ai pas paramétré l'affichage des gaps si je suis en journalier ou en supérieur. Parce que j'estime que les cotations du futur donnent des informations quand même assez importantes d'un point de vue support-résistance pour du swing trading, même pour du day trading. Donc c'est pour ça que je préfère les afficher. C'est à débattre, hein, il n'y a pas forcément de meilleure façon de faire que d'autres. Hein. Il y en a qui affichent que le cash, même sur du journalier, même sur du mensuel, etc. Les deux sont importants à suivre, je dirais. Sur DAX, je constate que si le point haut du retracement est le 14 à 9 heures en H4, ratio 0,78,6, j'obtiens d'après le Fibo extension à venir jusqu'à 10 730, extension 1,27,2. Alors, sur le point haut du retracement est le 14 à 9 heures. Alors déjà, est-ce que vous avez les contrats futurs affichés ou contrats seulement du cash? Forcément, si moi je prends le plus bas sur le cash, ça sera pas le même que le plus bas du futur. Alors 14, alors à mon avis c'est ce rebond là. Donc là on est à 61,8. Alors 10 730, donc alors vous faites une extension à 1,27,2. Alors pourquoi vous faites une extension à 1,27,2 si vous pouvez me le dire à 1,27,2, il me semble que ce ratio ce n'est pas un ratio de Fibonacci. 1,27,2. Je n'ai pas entendu parler de ce ratio. Alors peut-être que j'ai oublié, hein, c'est possible. Hein. Tous les ratios de Fibonacci, je ne les connais pas sur le bout des doigts. Théorie de réciprocité. Alors 1,27,2. 1,27,2, pardon. $10 550. Donc si c'est ces retracements, en effet, 10 550 sera
un niveau de support. Vous avez dit 1730, peut-être parce que vous avez utilisé cotation du futur. Moi, c'est que le cash, comme je vous l'ai dit, dans les temps intraday. Donc voilà, peut-être que bon, ça change légèrement, hein, 1750, 1730. Bon, oui, c'est 20 points, mais bon, c'est pas non plus une différence majeure. En tout cas, moi, vraiment, sur le DAC, là, ce que j'observe, c'est une espèce d'épaule tête épaule, même si elle n'est pas du tout confirmée, hein, puisque la ligne de coup, elle est encore à trouver. Mais voilà, moi, si je devais tracer une ligne de coup, là, on est passé quand même en dessous, donc on est bien passé en dessous, donc on peut pas utiliser les 11 000 comme une ligne de coup, vous voyez. Alors très compliqué cette épaule tête épaule, c'en est peut-être pas une, probablement même pas une, du coup, puisqu'on est bien passé en dessous de 11 000. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on passe sous 11 000, à court terme, l'objectif sera 10 950, puis 10 861, qui était le plus bas de vendredi de la semaine dernière. Donc là, on n'est pas encore dans une tendance baissière sur le DAX. Pourquoi? Parce qu'on a encore des sommets, des creux qui ne sont pas de plus en plus bas. Alors, on a un sommet, un creux, un sommet de plus en plus bas. De plus en plus bas. Ouais, mais on n'a pas deux creux et deux sommets de plus en plus bas. Ça, c'est le top. On a un creux et un sommet de plus en plus bas. Donc, il faudra un nouveau creux pour vraiment confirmer qu'on a un renversement de tendance. Donc, il faut qu'on passe en dessous de 10 861 pour techniquement dire, d'après la théorie de dos, hein, qu'on est dans une tendance baissière. Alors, au niveau de l'eurodoll, bon, bah, 1,12, hein, vous voyez, 1,1265, à peu près 1,1250, voilà, ça se débat. Mais on voit qu'on a un niveau de support, on a des acheteurs, hein, qui se manifestent à ce niveau de prix depuis le début de semaine, quasiment. Voilà, c'est un peu compliqué de trader l'euro-dollar. On est dans un dilemme un petit peu entre payer ce niveau de support qui semble être un niveau de support quand même très important. Vous voyez, depuis le crash de la livre turque qui a fait plier l'euro le 15 août, vous voyez que on a eu beaucoup de rebonds sur 1,13. Mais dans le même temps, on a une oblique baissière, ce qui compose à eux deux un triangle descendant, et donc qui donne plus de probabilité de sortie par le bas. Donc c'est un peu délicat. Vous voyez, chacun ensuite aura ses préférences. Il y en a qui décideront de payer un 13 pour user l'oblique, voire un 15. Il y en a d'autres qui vont préférer attendre davantage de signaux. Si on sort par le bas, clairement, ça sera un signal baissier en direction des 1,1189, puis un 11, puis un 10, pardon. Voilà. Et si on sort par le haut du triangle, ce qui est possible, hein, d'accord, c'est pas parce que c'est un triangle descendant qu'il y a 100% de chance qu'on y sorte par le bas. Donc si on sort, par le haut, l'objectif c'est de venir chercher les 1, 18, 15, parce que souvent, lorsqu'on a un triangle descendant ou ascendant qui sort du côté opposé, d'accord, du signal, ensuite on a finalement un rectangle, vous voyez. Du coup, on a la résistance, le support, et on vient chercher le rectangle. Le haut du rectangle, pardon. Ou le bas si c'est un triangle descendant, ascendant. Voilà, donc alors au niveau de l'Apex, vous savez que pour avoir une idée du temps, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc l'Apex, vous voyez, cette zone entre les deux droites verticales violettes, c'est là où il y a le plus de probabilité de sortie d'un triangle. D'après Bulkowski. Hein. D'après l'étude de Bulkowski, donc c'est pas. Ouais, c'est une théorie, enfin c'est une théorie. C'est une théorie, c'est plutôt une observation qui a été faite par Bulkowski sur plusieurs années. Ouais, c'est un meilleure qualification. Donc voilà, d'après les observations de Bulkowski, qui est quand même assez reconnu, eh bien, la sortie d'un triangle se fait il y a le plus de chances, c'est entre 66 et 75% de distance entre le début du triangle et l'apex. L'apex qui est le croisement entre les deux obliques. Donc, vous voyez, cette zone-là, c'est la zone où il y a le plus de probabilité. Encore une fois, c'est pas parce que c'est la zone où il y a plus de probabilité qu'on va voir la breakout à ce moment-là. Ça peut être avant, ça peut être après. Souvent, lorsque ça se fait après, le triangle se transforme en range. D'accord? Donc, si on ne sort pas du triangle avant le 14 mars, il y a de fortes chances qu'on sorte par le haut de ce triangle, pas avec une impulsion haussière importante, mais en fait que ce triangle se transforme en range. D'accord?
Donc l'euro-dollar, en intraday, on voit qu'on a un range. Vraiment en intraday, si on se met en M5 sur une semaine, vous voyez, sur une semaine, bon là on avait fait une petite excursion mardi, mercredi, mais on voit que globalement le prix, il évolue énormément entre 1,1250 et 1,13. Voilà, 1,1250, on a le support, vous voyez, support, support. 1,13, on a la résistance. D'ailleurs, on peut peut-être trouver une oblique. L'oblique est devenu support, qui redevient résistance. Cette oblique, voilà, petite oblique de court terme en intraday. Ensuite, peut-être on peut tracer une parallèle. Non, là on avait un biseau. Biseau bearish, bullish, pardon. Biseau descendant qui est un signal bullish. Et finalement, on y est sorti par le bas. Donc là, l'euro-dollar, on arrive sur support. Ça peut être une opportunité de le payer, à condition qu'on ait des chiffres britanniques qui soient bons dans la lignée des attentes ou supérieurs aux attentes. Ça serait l'idéal. Parce que si on a des bons chiffres du Royaume-Uni, le marché va payer de la livre, ça va faire pression sur l'euro, sur le dollar, et donc ça va faire remonter l'euro. D'accord. Donc les chiffres britanniques peuvent être un catalyseur sur l'euro-dollar. Je dirais que la sortie du biseau, alors c'est pas un biseau, c'est un triangle qu'on est dedans, peut se transformer en range. Alors si la plupart des triangles, lorsqu'on dépasse 75%, vous voyez quand on a dépassé 75% de la distance entre le début du triangle et l'apex, statistiquement, j'ai pas de probabilité à vous donner, mais c'est ce que j'ai lu dans l'étude de Bulkowski, c'est qu'il y a plus de chances que le triangle se transforme finalement en range. Voilà. Maintenant, encore une fois, ça à prendre avec des pincettes ces informations, c'est des probabilités. D'accord? Il n'y a jamais 100%. Voilà, donc c'est vraiment, c'est un peu c'est que des probabilités, hein, les marchés. Hein. C'est beaucoup de probabilités, en tout cas. Votre avis sur l'USD Yen? Merci, me dit Bruno. Donc, Bruno, l'USD Yen, 110,29. Donc, on voit que le dollar a fortement chuté après les ventes au détail. Regardez, ça, c'est les ventes au détail, hein. Chute de 50 pips en l'espace de d'une heure, d'une petite heure, à cause des ventes au détail. Ensuite, on a une nouvelle baisse. Voilà, donc le dollar qui sous-performe, le yen qui reprend un peu de vigueur. En 4 heures, qu'est-ce que nous avons? En 4 heures, 4 heures, nous n'avons pas grand-chose. En 4 heures, retour à 110 à court terme. Voilà, le yen, moi personnellement, j'aime pas vendre le yen lorsque le VIX il est bas. Et surtout dans ce contexte où on est dorénavant à moins de 2 semaines de la fin de la trêve commerciale. A priori, il n'y a pas eu d'avancée dans ce troisième volet des négociations. Vous savez que dimanche 17 février, il y aura le département du commerce américain qui va publier son rapport sur l'impact des véhicules, de l'importation des véhicules européens sur l'économie américaine. À l'issue de ce rapport, Washington pourrait décider d'imposer des tarifs douaniers sur les voitures européennes. De combien de pourcents? On ne sait pas. Ça peut être 10, ça peut être 25. Donc ça peut être voilà, ça peut être un nouveau facteur de volatilité. On a également le Brexit. Peut-être que Theresa May va poser sa démission d'ici la fin du mois. Vraiment, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent réellement justifier de la version au risque importante, pas vraiment pas de la version au risque juste sur une séance comme ce qu'on a là. Là, on a de la version au risque sur une séance parce qu'on a eu quelques mauvais chiffres et parce que voilà, on n'a pas eu d'avancée sur les négociations, mais ça va pas justifier la version au risque pendant une semaine. Probablement pas. Il faudra un catalyseur vraiment de taille, d'accord? Si on a clairement un échec des négociations commerciales qui est voilà indiqué par la Maison Blanche, voilà, que ce soit officialisé, là on aurait oui la version risque pendant quelques séances. Mais là ce matin c'est la version risque qui durera qu'aujourd'hui probablement. Vous voyez, quand c'est des chiffres macro qui déçoivent, c'est la version risque qui dure généralement que quelques séances. À part lorsque c'est Chine ou lorsque ça vient de la Chine ou des États-Unis, là ça peut être pendant 2-3 séances, mais c'est pas un facteur de long terme qui impacte les marchés. La macroéconomie, les chiffres macro. Alors bien évidemment sur du long terme, une accumulation de mauvais chiffres macroéconomiques, ça va créer des tendances baissières. Mais vous voyez, un chiffre macro ne va pas avoir d'impact sur une semaine. Un seul chiffre ne va pas avoir d'impact sur une semaine.
Donc, le yen, pour moi, il y a tellement de catalyseurs qui peuvent justifier de l'appétit au risque. Certes, on n'a pas encore l'élément déclencheur, mais vu le VIX qui est bas, qui commence à rebondir, le yen qui rebondit également, voilà, tout ça, c'est des facteurs qui vraiment me suggèrent de ne pas vendre le yen. Le dollar en même temps, voilà, il est fort. Donc, est-ce qu'il faut plutôt vendre l'USD yen, donc acheter le yen face au dollar, ou ne faut-il pas mieux acheter le yen face à l'AUD, l'AUD qui présente des risques baissiers beaucoup plus importants. Parce que si on a un échec des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, l'AUD sera extrêmement impacté. Si on a un ralentissement de l'économie mondiale, l'AUD sera impacté. Donc l'AUD, voilà, il est beaucoup plus fragile que le dollar. Faut en être conscient. Donc, si on achète le yen, si on veut acheter le yen, autant le faire face à des devises faibles, comme l'euro, qui est en ce moment faible, comme l'AUD, enfin, comme les devises commodities, globalement. Les devises matières premières sont assez faibles. Donc, l'AUD yen, là, prochainement, on peut revenir, à ce niveau de support qui a fait office, sur lequel le cours a rebondi quelques reprises depuis le début de l'année, vers 77,50. Si je devais arrondir, vous voyez, rebond ici, rebond, rebond, rebond. Donc vers 77,50, entre 77 et 77,50. Alors je vais mettre en une un peu plus courte. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a des acheteurs, il y a des rebonds. Donc voilà, vers 77,50, faut prendre des bénéfices si vous êtes à la vente. Maintenant, tout rebond de l'EUD yen, ça peut être une opportunité pour shorter, pour se positionner à la vente sur du moyen long terme. Si vous êtes pessimiste sur l'économie mondiale, sur les marchés actions, sur du moyen long terme. L'AUD yen, je vous rappelle, c'est fortement corrélé, enfin ça réagit de la même façon que le S&P 500. Donc si vous êtes baissier sur du long terme sur l'AUD yen, vous avez une perspective négative sur le S&P sur du moyen long terme. Philippe qui me dit alors bonjour, pour la conférence avec Monsieur Bollinger, est-il possible de demander à ce qu'elle soit publiée sur YouTube pour en faire profiter tout le monde en ce qui concerne les indices? Ne pensez-vous pas que les banques centrales sont en mode surveillance, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'effet de surprise, sauf éventuellement un flash crash, je suppose, que d'ailleurs beaucoup de fonds de gestion attendent pour acheter. Alors pour votre première question, la conférence entière qui aura organisée par IG Bank avec Mr Bollinger, eh bien, sera, oui, disponible en replay sur YouTube. Ça ne sera pas publié en live sur YouTube, mais ce sera disponible en replay. D'accord donc voilà. Et en ce qui concerne les indices, donc les banques centrales sont clairement en surveillance. On l'a vu avec la Fed, qui, après une baisse de 20% du S&P 500, a clairement atténué son ton. Elle est devenue vraiment, elle est passée de hawkish à flexible à ouverte, d'accord. Donc oui, les banques centrales sont, on le sent, elles sont derrière les marchés actions. Et on sait que si le marché action demain, il y a un crack, les banques centrales reviendront. Ça a toujours été le cas. Maintenant, on sent qu'elles sont encore beaucoup plus vigilantes. Mais est-ce que la Fed, parce que c'est la Fed, est-ce que la Fed va anticiper la récession? Comment elle va pouvoir faire pour empêcher la récession, la Fed? Voilà, c'est un peu la question qu'il faut se poser. Parce que ça se trouve, l'économie américaine est déjà en récession. Enfin, en contraction de PIB, pas en récession, parce que ça voudrait dire que le troisième trimestre de l'année dernière, eh bien, on est en contraction, ce qui n'était pas le cas. Mais peut-être que là, le quatrième trimestre de l'année dernière, peut-être que l'économie américaine est en contraction. On n'a pas les chiffres, donc on ne peut pas savoir. Si ça se trouve, la Fed le sait, et c'est pour ça qu'elle est passée flexible. Donc voilà, faut se poser la question si est-ce que la Fed va anticiper la récession américaine, va empêcher la récession américaine ou non. Mais s'il y a une récession américaine, il y aura une récession américaine coûte en moyenne 40% au S&P 500. Coûte en moyenne 40% au S&P 500 par rapport au sommet. D'accord. Donc là, on est déjà, on est à peu près à entre moins 5 et moins 10% par rapport au sommet de l'année dernière. Donc voilà, il y a une marge de baisse si on a une récession américaine. Une récession, je rappelle que c'est 2 trimestres consécutifs où on a une contraction du PIB. D'accord, c'est pas qu'un seul trimestre. C'est pas parce qu'on a un trimestre où on a une contraction du PIB qu'on est en récession. C'est 2 trimestres pour techniquement dire qu'un pays est en récession. Et donc oui, peut-être que beaucoup de fonds boursiers attendent un flash crash ou un crash pour racheter les marchés actions, bien évidemment. De toute façon, qui achète en bas des marchés actions, c'est la plupart du temps les plus intelligents. D'accord. C'est les plus intelligents, les plus expérimentés plutôt. Voilà, c'est les plus expérimentés qui achètent en bas. D'accord.
que ce soit à cause d'un flash crash, que ce soit à cause de n'importe quoi, ceux qui achètent en bas, c'est les plus expérimentés. Donc les plus expérimentés, en effet, attendent avec impatience. Ils sont même peut-être contents, je ne sais pas, mais en tout cas, ils attendent avec impatience un crack. Parce que quand vous savez que le S&P rebondit fortement l'année après un crack de 40%, l'année après un crack de 40%, souvent le S&P prend 20%, d'accord, l'année d'après. Donc 20%, c'est énorme. Quand vous savez ça, quand vous regardez un petit peu la réaction du marché après un crack, vous commencez à vous intéresser au crack, bien évidemment, à racheter les cracks. Et c'est pour cela que finalement le VIX, moi le VIX c'est un peu comme ça, c'est un peu la même logique. Alors bien évidemment, je m'intéresse pas à ce que le VIX, il y a un disparity, il y a un écart relatif de 100, vous voyez, de extrême, parce que dans ce cas, ça arriverait qu'une fois par décennie, et je pense pas que vous êtes intéressé à avoir qu'un signal par décennie, vous voyez. Donc moi, la stratégie du VIX, c'est le même principe. C'est on attend les moments de panique pour acheter, mais il y en a beaucoup plus de signaux. Et bien évidemment, c'est pas des moments de panique qui coûtent 40% au S&P. Donc voilà, mais c'est la même logique. Lorsqu'on a la panique, de toute façon, c'est là où on a les personnes les plus expérimentées, qui eux ne sont pas dans la panique, qui sont dans la rationalité, qui ont les meilleures décisions. C'est pour ça que la panique, c'est souvent des opportunités. Et l'euphorie également. L'euphorie, c'est des opportunités pour prendre ses bénéfices. Et la panique, c'est une opportunité pour racheter. Quand personne n'en veut, c'est le moment d'acheter. Vous connaissez très bien cette phrase. Et quand tout le monde en veut, c'est le moment de vendre. Oui, flash crash sera très rare de monter en ligne droite avec la baisse de l'année dernière. Le souci, c'est que la hausse s'est déclenchée le 26 décembre avant le début de l'année. Exactement. Exactement. Donc, 26 décembre, on ne sait. Alors, je me souviens plus exactement pourquoi. J'ai plus les souvenirs, voilà, le contexte exact. Surtout quand on commence un shutdown. Mais voilà. Je sais pas trop quoi vous dire. Bon, pour les matières premières, donc pardon, excusez-moi, au niveau du forex, journée peu volatile à s'attendre aujourd'hui, hein, surtout sur le forex, je dirais. Voilà, on voit de toute façon, regardez, là, l'euro-dollar, moins 0,17, c'est une performance quasiment nulle. GBP-USD, moins 0,01%, c'est nul. USD-Yen, moins 0,18%, c'est très faible comme volatilité. Vous voyez, il y a quasiment rien comme volatilité. Donc voilà, ça va être assez calme sur le FX aujourd'hui. L'once d'or, alors l'once d'or, moi, il y a une configuration technique qui me semble assez intéressante. Parce que regardez en journalier, déjà on a une tendance qui s'accélère. Parce que regardez, si vous tracez des obliques qui sont de plus en plus hautes, on appelle ça des droites de vitesse. D'accord, on appelle ça des droites de vitesse. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit un momentum qui s'accélère, parce que là, l'oblique a un angle beaucoup plus important que la précédente. D'accord, et on a 4 points de contact. 1, 2, 3, 4 points de contact validés. Et là, regardez, on a une zone de confluence de support qui correspond à peu près à l'influence des 1300 $. Parce que un swap psychologique, vous savez que ça a une influence en termes de zone. C'est pas au pips près qu'on a des achats 1300. Vous savez que les institutionnels, les carnets d'ordre, voilà, sur les contrats futurs, on peut les voir. D'ailleurs, il suffit d'aller, si vous avez, voilà, donc vous savez là le gold, contrat futur du gold, indicateur, profil volume, gamme visible, et on va se mettre sur du 4-8 heures. On va mettre 1300 $ pour le mettre, voilà, en perspective. Donc on va le mettre en vert fluo, assez épais. 1300. 1300, donc là on voit qu'on a beaucoup de volume, légèrement en dessous à 1291. 1291, énormément à 1224. Ouais, donc 1290, 1224, et voilà. Ouais, donc finalement 1300, vous voyez, on a surtout beaucoup de volume en dessous de 1300. Donc c'est possible qu'on ait une faiblesse à 1300 et que ça se paye en dessous. En tout cas, 1300, donc niveau de support, à peu près, hein, ça reste dans la zone. Sommet de 2015 qu'on voit qui fait office également de support ici, donc à 1307, et on a cette oblique. Donc là, on a une zone de confiance de support. On a une zone de confiance de support, et ce que j'ai écrivé dans mon article d'hier que j'ai publié sur DailyFX, c'est que voilà, on a eu un rebond, d'accord, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est attendre le breakout. Attendre le breakout de cette oblique. Si on a le breakout, ça sera un signal aussi en direction de 1326 qui était le récent sommet, puis 1345. Donc si on casse cette oblique baissière, cette direction, dans un premier temps 1326,
puis 1345 $. Ce qui est cohérent si on s'attend à une baisse des marchés actions à court terme. Alors, vous en pensez quoi de l'euro NZD? Alors, l'euro NZD, et ensuite je passe au cours de pétrole. Donc, pardon, pour l'or, petite parenthèse, moi j'ai plutôt une perspective haussière d'un point de vue d'analyse technique. Invalidation, si on passe sous, on l'a vu, 1300, 1290, c'est direction 1250 $. Voilà, donc l'euro NZD sous pression, le NZD il est assez fort à court terme. Voilà, maintenant il est sur support, j'ai du mal à le voir. Voilà, continuer à davantage baisser. Si on passe sous 1,65 en journalier en hebdo, vous voyez que là en journalier il est sauvegardé, hein, on est en train de le tester, mais hier on l'a testé et finalement on a clôturé au-dessus. Donc l'euro NZD, si on clôture en dessous de 1,6521, c'est direction 1,6350. 1,6350 qui est un niveau de support en décembre et également en octobre 2017. Vous voyez ici, si je trace, niveau de support 1,6360. Alors, Thomas Bukowski, droite de vitesse, confluence de zone. Ce matin, j'augmente mon champ lexical, toujours sympa, merci. Ah ben écoutez, Laurent, de rien, voilà, avec plaisir. Voilà. Confluence de support, voilà, confluence de support, hein, convergence de support, ouais, une zone de confluence. Bukowski, alors est-ce qu'il s'appelle Thomas? Je me souviens jamais comment, c'est quoi son premier nom. Ah, excusez-moi. Bukowski, donc Bukowski, voilà, étude de Bukowski. Alors, est-ce qu'il s'appelle Thomas? Tom, Tom peut-être. Peut-être qu'il s'appelle Thomas, écoutez, si vous dites qu'il s'appelle Thomas. Thomas Bulkowski, en effet, Thomas Bulkowski. Voilà. Donc oui, Thomas Bulkowski, droite de vitesse, etc. Ça, c'est dans les livres d'analyse technique. Hein. Donc voilà, je n'invente rien. Après, c'est confluence de support. Ce mot-là, confluence de support, surtout, enfin, c'est une traduction littéraire de l'anglais. Hein. Moi, comme vous savez, j'ai appris l'analyse technique en anglais, parce que quand vous passez les diplômes d'analyse technique, c'est en anglais, hein, c'est pas en français. Enfin, vous pouvez répondre en français dans certains diplômes, mais les questions sont en anglais et les livres qu'on vous demande de lire, enfin d'étudier, c'est des livres anglais, d'accord? Parce que c'est des organismes internationaux ou anglophones qui font ces certifications d'analyse technique. Donc moi, c'est confluence de support, c'est vraiment en traduction anglaise. Hein. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, si c'est vraiment, vous voyez, français, mais en tout cas, c'est voilà, traduction vraiment littéraire des termes techniques anglais. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés s'il n'y a pas d'accord US-Chine? Alors, je peux pas vous dire avec certitude, mais si on se base sur la réaction passée, hein, de la précédent volet des négociations, le deuxième négociation qui avait eu lieu à Washington en début du mois, on avait eu de la version risque pendant quelques jours, hein, quelques jours. Donc voilà, regardons S&P rapidement. Alors c'était en début du mois. Alors quand est-ce que c'était? C'était, il me semble, par là. Donc vous voyez, on avait eu un peu d'aversion. On avait eu un peu d'aversion, on n'a pas eu un crack. Hein. Mais bon, on n'était pas du tout dans le même. Bon, on était encore en pleine saison de publication des résultats. Là, on y sort hein, de la publication, de la saison des publications des résultats. Donc voilà, on a pu ce moteur, vous voyez, cette essence. Et donc au niveau des cours de pétrole, vous savez qu'on avait eu un signal haussier mercredi soir à la clôture, puisque le Brent, il avait cassé, ouais, il avait clôturé au-dessus de sa bande de Bollinger. Donc là, c'était un signal haussier. Et comme je vous l'ai dit, donc pour les défensifs, fallait attendre un signal une convergence des signaux entre le WTI et le Brent. Ça, c'est la théorie de Dow. On utilise deux benchmarks pour valider des signaux. Les benchmarks, ça peut être des indices, ça peut être des indicateurs. D'accord? Donc, Dow, il utilisait le Dow Jones Industrial Transportation pour valider les signaux du Dow Jones Industrial Average.
Ah pardon, il utilisait le Dow Jones Transportation pardon pour valider le Dow Jones Industrial. Parce avant l'industrie, vous savez que c'était beaucoup le transport qui était les entreprises de transport qui étaient dominantes aux États-Unis, transport ferroviaire, aérien, etc. Maintenant, c'est les tech. C'est pour ça que le Nasdaq, c'est dorénavant, c'est pas qu'un indice sectoriel, c'est un indice extrêmement important, le Nasdaq. Parce que le Nasdaq, c'est pas l'économie américaine, mais c'est quand même les plus grosses entreprises financières américaines. Enfin, les plus grosses entreprises, pardon, qui sont cotées en bourse. Donc c'est pour ça qu'elles sont importantes à suivre. Donc au niveau du brut, on n'a pas eu le signal comme le Brent, on n'a pas eu de cassure de la bande supérieure de Bollinger, pardon. Donc on n'a pas de convergence des signaux, mais voilà, le Brent en tout cas continue sa hausse. Donc pour ceux qui sont passés à l'achat, bien écoutez, personne ne sait quand est-ce que la tendance va s'arrêter. La première résistance, moi, que je constate, c'est quoi? C'est la moyenne mobile à 200, qui est relativement proche, vous voyez, de ce plus bas qui avait permis un rebond, vous voyez, vers 70 $. Donc pour moi, il y a une avancée vraiment possible jusqu'à 70 $, même plus que ce support. Regardez, c'est finalement un niveau clé. Résistance, breakout, pullback, rebond, pullback, rebond. Donc vous voyez, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher 70 $ qui d'ici là convergera avec la moyenne mobile à 200. Mais c'est pas parce qu'on arrive à 70 $ qu'il faudra passer short, d'accord? Tant que la tendance sera haussière, eh bien, faudra garder les stratégies longues, d'accord? C'est pour ça qu'ensuite un stop suiveur, quand vous faites des stratégies de tendance, quand vous tradez les tendances, pardon, les stops dynamiques sont vraiment vraiment à utiliser. Parce que l'avantage des trading de tendance, c'est que certes, vous avez un mauvais, en général, je parle bien en général, vous avez un mauvais ratio une faible probabilité de gain, pardon. Vous avez peut-être seulement 30% de vos positions qui seront gagnantes, seulement 30, mais vous allez avoir un ratio risque moyen, peut-être de 2, voire 3, voire 4, voire 5. D'accord? Une tendance, ça peut se développer vraiment pendant très très longtemps. Donc c'est ça l'avantage de trader des tendances. C'est la particularité du trading de tendance, c'est que vous avez généralement une probabilité de gain qui est en dessous de 50%. Mais lorsque vous faites un gain, vous doublez plus que la mise. Vous doublez au moins la mise, minimum. Sinon, ça ne vaut pas le coup de trader la tendance. Et c'est pour ça qu'un take profit à 2, de ratio au scorement de 2 lorsque vous tradez la tendance, c'est un petit peu se brider, vous voyez. Parce que quand on a un début de tendance, si on gère bien un stop, on peut négocier en moyenne un ratio au scorement au minimum de 3. Je dis bien en moyenne, sur par exemple 100 positions. C'est vraiment le but, c'est ce qu'il faut tendre. D'ailleurs, regardez, je suis en train de travailler sur, vous savez, mon article, mon premier article éducatif à l'issue de mon étude sur les gaps. Et donc, vous voyez, ça, c'est des backtests que j'ai réalisés avec collaboration avec ProRealTime. Donc voilà, je suis en train d'écrire cet article éducatif que si je peux, je publierai d'ici 2 semaines, parce que ça prend du temps à l'écrire, à expliquer toute l'étude, etc. Mais voilà, c'est un petit peu le trading des gaps. Donc j'ai hâte de vous partager ces informations et éventuellement ce code de trading, de stratégie, pour que vous compreniez mieux voilà comment tout cela fonctionne. Et donc voilà, écoutez, pour ce point de marché, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. On a passé une heure ensemble. Voilà, donc pas mal de discussions. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre attention et pour votre présence. Alors j'ai une dernière question que je vais répondre. Je vous remercie voilà, pour vraiment toutes ces questions. Ça fait plaisir à y répondre. C'est plus dynamique. C'est beaucoup plus sympathique que simplement discuter, enfin de parler, d'expliquer mon point de vue. Donc Philippe qui me demande comment faire pour avoir les niveaux de résistance support 30, 60 et 240 minutes sur les graphiques. Si ce n'est pas possible, peut-on les définir manuellement graphiquement? Alors, comment fait-on pour avoir les niveaux de résistance support 30, 60 minutes? Alors, que voulez-vous dire par là? Alors, je pense qu'il suffit simplement de mettre votre graphique en 30 minutes. Alors, je sais pas si j'ai bien compris votre question, mais voilà, vous mettez votre graphique en 30 minutes, vous tracez votre support et résistance, et ensuite vous allez sur une unité de temps plus faible. Et vous devrez voir votre objet affiché. Si vous avez bien évidemment votre paramètre, voilà, option de plateforme,
Pro, non, c'est pas ça, c'est général. Et là, vous mettez afficher les objets sur les autres unités de temps, afficher les lignes sur les unités de temps inférieures. Voilà, donc je sais pas si c'est ça votre question précisément. Bon, en tout cas, si c'est pas le cas, revenez vers moi, hein. Vous savez, je suis disponible sur les réseaux sociaux, par email, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre attention. Et automatiquement, c'est-à-dire tracer les niveaux de support résistance automatiquement. Alors moi, je ne connais pas de façon de trader, d'afficher automatiquement des supports résistance, hein. Peut-être qu'il y a des indicateurs, mais automatiquement, faut que vous les traciez manuellement. Et ensuite, que ça s'affiche sur les états inférieurs. Donc ça, c'est dans les options. Pour pas que vous affichiez à chaque fois les supports résistance à, par exemple, 13 000, etc. sur toutes les unités de temps. Voilà donc pour ce point de marché, merci pour votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis du coup à lundi. Alors sachez que lundi, les marchés américains sont fermés. Les marchés américains sont fermés lundi, donc voilà, volatilité qui sera forcément diminuée. Mais voilà, c'est pour Family Day, donc c'est la voilà, journée des familles a priori aux États-Unis lundi prochain. Voilà, encore merci et je vous dis bon week-end, enfin je vous souhaite un bon week-end et un bon vendredi.